Bonjour, c'est la 10e séance du cours de biostatistique et informatique destinée aux étudiants de la première année médecine de l'université de Batna 2. Dans cette séance 10, on est concerné par les lois de probabilité, qui sont des variables aléatoires particulières. Commence par la loi la plus simple, appelée loi de Bernoulli. Dans cette loi est définie par une expérience ayant deux résultats possibles, l'un codé par 0 et l'autre codé par 1. Généralement, l'événement codé par 1 s'appelle succès et l'événement codé par 0 s'appelle échec. La variable aléatoire x associée à cette expérience s'appelle donc variable aléatoire ou loi de Bernoulli. Si on note la probabilité de l'événement x égale à 1 par p, alors la probabilité de l'événement complémentaire, c'est-à-dire de l'événement x égale à 0, sera 1 moins p. Donc, cette expérience définit une variable aléatoire ayant deux valeurs, 0 ou 1. Donc, c'est une variable aléatoire finie. On peut représenter sa loi par un tableau à deux lignes. La première ligne, les valeurs 0 et 1, et la deuxième ligne, les probabilités de chaque valeur. On peut également calculer l'espérance et la variance en utilisant la définition de l'espérance et la définition de la variance d'une variable finie. Alors, on aura l'espérance de x, bien sûr, on trouve p, et la variance de x, variable définie par la loi de Bernoulli, on trouve p fois 1 moins p. Et l'écart type, bien sûr, c'est la racine carrée de la variance, donc c'est la racine carrée de p fois 1 moins p. Maintenant, à partir de la loi de Bernoulli, on peut définir ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc, on considère une expérience de Bernoulli ayant donc deux résultats possibles, 1 ou 0, et on répète cette expérience un nombre fini n fois, dans les mêmes conditions. Le résultat possible après la réalisation de ces n expériences de Bernoulli est une suite de nombres, bien sûr, A1, A2, AN. A1, c'est le résultat de la première expérience de Bernoulli. A2, c'est le résultat de la deuxième expérience de Bernoulli, etc. Et AN, c'est le résultat de énième expérience de Bernoulli. Bien sûr, A1 est formé de deux valeurs, soit 0, soit l'échec 0, soit 1. La même chose pour A2 et pour le reste. Voilà donc. Et on définit de la façon suivante la variable aléatoire x. X est par définition le nombre de fois où l'expérience donne le succès, c'est-à-dire donne le résultat 1. Bien sûr, dans cette expérience, le nombre maximum de succès sera n et le nombre minimal sera 0. Donc, les valeurs de x sont soit 0, soit 1, soit 2, jusqu'à n. Donc, il a n plus 1 valeurs. Donc, les valeurs de la variable aléatoire x sont les entiers de 0 à 1. Donc, on peut représenter la loi, cette loi, ou la loi de cette variable par un tableau à deux lignes où il y a n plus 1 colonne. Une loi binomiale est notée B, entre parenthèses, n et p, où n est le nombre de répétitions de l'expérience de Bernoulli et p est la probabilité du succès. Donc la loi binomiale est déterminée par deux paramètres, n
et P. Et donc, si le nombre de répétitions de l'expérience de Bernoulli est P, et la probabilité du succès. Cette notation signifie que X est une variable c'est une variable définie par une loi binomiale avec les deux paramètres N et P. Caractéristique d'une loi binomiale. Comment peut-on savoir si une loi est une loi binomiale ou non? Il y a trois caractéristiques d'une loi binomiale. Premièrement, elle est définie par une expérience de Bernoulli. Okay, donc, c'est-à-dire déterminée par une expérience qui a deux résultats possibles. L'un appelé succès et l'autre appelé échec. Deuxièmement, cette expérience se répète un nombre n fois. Troisièmement, les expériences de Bernoulli se répètent dans les mêmes conditions. On dit qu'il y a indépendance. Les formules définissant la loi binomiale. Donc, les valeurs possibles d'une variable aléatoire x gouvernée par une loi binomiale BNP sont les entiers de 0 à n. On a pour tout entier k compris entre 0 et n la formule suivante. La probabilité x est égale à k est égale cnk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Donc cette formule, on peut la démontrer. Ce n'est pas l'objet de notre cours, mais pour les étudiants intéressés, ils peuvent voir le polycopier déposé sur mon site personnel. Donc, ainsi, on peut représenter une loi binomiale dans le tableau suivant. Donc voilà, la première ligne, les valeurs de 0 jusqu'à n, et la deuxième ligne, les probabilités de chacune de ces valeurs. Okay, donc, ce tableau représente une loi binomiale avec n, le nombre de répétitions de l'expérience de Bernoulli n, et la probabilité de succès est notée P. Bien sûr, pour la définition de l'espérance et la variance, on utilise la définition de l'espérance d'une variable aléatoire finie. Donc l'espérance de x, c'est la somme de pi fois xi. Donc l'espérance, c'est 1 moins p à la puissance n fois 0 plus 1. On continue. OK? Et la variance, la même chose, et on peut utiliser la formule de Koenig-Huygens. On peut vérifier que l'espérance est égale à n fois p et la variance est égale à n fois p fois 1 moins p. Et l'écart type est égal à la racine carrée de la variance, donc c'est la racine carrée de np fois 1 moins p. Exemple. Donc on considère l'expérience suivante. Donc on met dans une urne 10 boules de même dimension, 3 de couleur blanche et 7 de couleur noire. On tire au hasard une boule, on constate sa couleur et on la remet dans l'urne. On répète l'opération 6 fois pour avoir au total fait 6 tirages. Dans chacune des 6 tirages, la probabilité que la boule tirée soit de couleur noire est bien sûr 7 sur 10 par le nombre de boules de couleur noire 7 et le nombre total des boules c'est 10. Donc la probabilité d'avoir tiré une boule noire est égale à 7 dixièmes. Et la variable x désignant le nombre de boules noires parmi les 6
boule tirée suit la loi binomiale ou le nombre de répétitions de la loi de l'expérience de Bernoulli 6 et la probabilité de succès est égale à 7 dixièmes. Voilà donc explicitement on a la formule suivante. Pour cette expérience, la probabilité que le nombre de noirs après avoir fait 6 tirages est égal à K, c'est 6 factoriel sur K factoriel fois 6 moins K factoriel fois 0,7 à la puissance K fois 0,3 à la puissance 6 moins K. On se propose par exemple de calculer la probabilité x égale à 0, c'est-à-dire la probabilité que le nombre de noirs est égal à 0, c'est-à-dire la probabilité que toutes les boules tirées, les 6 boules tirées sont de couleur blanche. Et la probabilité suivante, la probabilité que le nombre x soit strictement inférieur à 0, la probabilité que x est égal à 5, etc. Voilà donc, il suffit d'appliquer donc cette formule. P de x égale à 0. Donc, ici donc, k est égal à 0. Donc, il suffit de remplacer ici k par 0. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 6 factoriel sur 6 factoriel. C'est-à-dire, ici, ça devient 1. Ici, 0 factoriel, c'est 1. Donc, ce nombre est égal à 6. Est égal 6 factoriel sur 6 factoriel. Donc, c'est 1. Donc, ce nombre disparaît. Ici, c'est 0,7 à la puissance 0. Donc, c'est 1. Et il reste 0,3 à la puissance 6. Donc, c'est ça. Donc, la probabilité que x est égal à 0 est égale à 0,3 à la puissance 6. Maintenant, la probabilité que le nombre des noirs sera inférieur à 0. Ce n'est pas possible. Parce que le nombre de noirs, c'est un nombre positif, soit 0, soit un nombre supérieur à 0. Donc, cet événement est de probabilité 0. Okay, donc, c'est la probabilité de l'ensemble B. X est égal à 3, plutôt, x est égal à 5. Donc, on applique la formule, on pose au K est égal à 5. Okay, on trouve ce nombre. Je n'ai pas fait les calculs, donc il suffit de terminer les calculs. On continue ici. Voilà. La probabilité que x est égal au moins 5. Au moins 5, ça veut dire soit 5, soit un nombre inférieur à 5. Plutôt, au moins 5, c'est-à-dire soit 5, soit supérieur à 5. Donc, c'est soit 5, soit 6. Donc, c'est 5 ou 6. Donc, c'est la somme des deux probabilités. Parce que les événements sont disjointes, c'est-à-dire de l'intersection est vide. Donc, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. P de x égale à 5 ou 6, c'est x égale à 5, plus la probabilité x est égale à 6. Et bien sûr, il faut terminer les calculs, je ne les ai pas faits. Voilà, maintenant, la probabilité x est égale au plus 5. Au plus 5, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à 5. Ici, au moins 5, ça signifie x supérieur ou égal à 5. Au plus 5, c'est-à-dire x ne dépasse au plus 2, c'est-à-dire x ne dépasse pas 2, c'est-à-dire il est soit 0, soit 1, soit 2. Donc, on somme les trois probabilités. Voilà, donc, ou on peut utiliser également, voilà, non, c'est un autre événement ici. Donc, quand x est différent de 1, on utilise le complémentaire. C'est 1 moins la probabilité x est égale à 1. Voilà. Remarque, dans l'expérience de l'exemple précédent, après chaque tirage, avant de faire le tirage suivant, on remet la boule tirée dans l'urne. On dit qu'il s'agit de tirage avec remise. Si après chaque tirage, on ne remet pas la boule tirée dans l'urne, on dit qu'il s'agit de tirage sans remise. Dans le cas de tirage avec remise,
les résultats des 6 tirages sont indépendants. C'est-à-dire, le résultat d'un tirage ne dépend pas du résultat du tirage précédent, car la configuration de l'urne est la même pour chacun des 6 tirages. C'est pour cette raison que la loi définie dans l'exemple précédent est une loi binomiale, parce qu'il y a l'indépendance. Et l'indépendance des lois de Bernoulli définissant la loi binomiale. Dans le cas du tirage sans remise, il n'y a pas indépendance parce que la configuration de l'urne change après chaque tirage. Donc, dans ce cas, cette expérience ne définit pas une loi binomiale et on ne peut pas appliquer les formules d'une loi binomiale dans le cas du tirage sans remise. Exemple, on considère ici un deuxième exemple où on utilise la loi binomiale par une certaine approximation. Okay. Donc, on considère l'expérience suivante. Donc, dans une ville, 20% de la population sont des universitaires. On prend au hasard 10 personnes de cette ville et on désigne par X le nombre d'universitaires parmi ces 10 personnes. Calculez la loi de la variable aléatoire X ainsi définie. Donc X ici, donc on prend 10 personnes de cette population, X, et le nombre des universitaires parmi ces 10 personnes tirées au hasard. Solution. Donc l'expérience qu'on considère ici est le choix au hasard d'une personne de cette ville. La probabilité que la personne tirée soit universitaire est égale à 0,20. Et la probabilité que la personne choisie ne soit pas universitaire, et bien sûr, c'est 1 moins P, donc 0,8. Pour choisir 10 personnes, on imagine qu'on a répété l'expérience de tirage d'une personne 10 fois. Donc, entre parenthèses, n égale à 10. En plus, on peut supposer que le résultat d'une expérience ne dépend pas des résultats de l'expérience précédente, car le pourcentage d'universitaires reste presque le même. On suppose qu'il est le même. Lorsqu'on a une population, une grande population, on tire une personne, le pourcentage d'universitaires dans le reste, et on peut le supposer, c'est toujours le même, c'est-à-dire 20% dans ce cas. Donc ici, on peut dire que X, ici, est défini par une loi binomiale, okay? Parce que il y a la loi de Bernoulli, qui est le tirage d'une personne au hasard. Deuxièmement, la répétition de cette loi ou de cette expérience plutôt. Donc il y a l'expérience de Bernoulli consistant au tirage d'une personne au hasard. Deuxièmement, la répétition de cette expérience, des fois, on suppose qu'on a fait, on a répété le tirage des fois, donc c'est n égale à 10. Et troisièmement, il y a l'indépendance. Le pourcentage, on suppose que après avoir tiré une personne, le pourcentage des universitaires ne change pas. C'est-à-dire, on suppose que la population est assez grande pour que le pourcentage des universitaires ne change pas après avoir tiré une personne. On passe maintenant à une deuxième loi, appelée loi de Poisson. Cette loi de Poisson n'est pas finie, parce que le nombre de valeurs n'est pas fini. Elle est dénombrable. Donc, elle est définie de la façon suivante. Une loi de Poisson, de moyen lambda supérieur à 0, est une loi discrète, dénombrable, définie donc par la formule suivante. Donc, la probabilité x est égale à k, x est un nombre quelconque de 0 à l'infini. La probabilité x est égale à k, c'est lambda à la puissance k, c'est k factoriel,
l'exponentielle moins lambda. Bien sûr. Donc, x ici a le nombre de valeurs de x est dénombrable, c'est-à-dire il est formé de tous les entiers. Donc, les mathématiciens avaient montré que la loi de Poisson convient pour une variable aléatoire décrivant le nombre d'événements indépendants qui surviennent en une durée limitée de temps et en petite quantité. Par exemple, le nombre de tremblements de terre, le nombre d'interventions d'un médecin de garde ou le nombre de catastrophes naturelles, etc. Donc ici, donc on remarque, une loi de Poisson est définie par un seul paramètre qui est l'espérance, ou en langage statistique, la moyenne, lambda. On peut vérifier en appliquant la formule donnant l'espérance d'une variable dénombrable que l'espérance d'une loi de Poisson est égale à lambda, donc, et la variance est égale à lambda, donc l'espérance et la variance ont la même valeur, et l'écart, bien sûr, c'est la racine, puisque c'est la racine carrée de la variance, donc c'est la racine carrée de lambda. Considère un petit exemple. Donc, soit x, la variable aléatoire, désignant le nombre de tremblements de terre durant une année. Donc voilà, c'est le nombre d'un événement rare pendant une durée limitée qui est une année. Voilà donc. Et on suppose que la variable aléatoire x suit la loi de Poisson de moyenne lambda est égal à 4. Voilà les données. On se propose de calculer les probabilités des trois événements suivants. Premièrement, A l'événement. Il y aurait exactement 2 tremblements de terre cette année. C'est-à-dire, ici, K est égal à 2. B, il y aura au moins un tremblement de terre l'année prochaine. Donc ici, K est égal à 1. C, il y aura au moins un tremblement de terre durant les 2 prochaines années. En supposant que le nombre de tremblements de terre durant une année ne dépend pas du même nombre durant ou durant l'année précédente. Donc ici, on a 3 événements et on se propose de calculer la probabilité de chacun de ces événements. Donc pour le A, c'est clair, donc ici, puisque c'est une loi de Poisson. Donc ici, pour la probabilité x, donc ici k, donc la loi de cette variable, donc c'est la loi de Poisson, elle est définie par la formule suivante. Donc, la probabilité que le nombre de tremblements de terre est égal soit k, donc c'est égal à 4 à la puissance k sur k factoriel fois l'exponentielle de moins 4. Voilà. Donc pour A correspond à l'événement k est égal à 2. Donc il suffit de remplacer k par 2 pour trouver la valeur ou la probabilité de l'événement A. B, x est supérieur ou égal à 1. Ici, c'est-à-dire x est égal à 1, 2, donc c'est une somme infinie. Pour éviter la somme infinie, on passe au complémentaire, à l'événement complémentaire. Le complémentaire de x est supérieur ou égal à 1, c'est x est égal à 0. Donc la probabilité de l'événement x est supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins la probabilité que x strictement inférieur à 1, c'est-à-dire x est égal à 0. Donc on trouve 1 moins exponentielle moins 4. Voilà maintenant c'est un peu compliqué pour l'événement C. Donc pour calculer la probabilité de C, voilà, donc qui est la probabilité qu'il y aurait au moins un tremblement de terre pendant les 2 années. Donc
on définit l'événement C1. Il y aura au moins un tremblement de terre durant la première année. Et C2, il y aura au moins un tremblement de terre durant la deuxième année. Bien sûr. C, il y aura un tremblement de terre, au moins un tremblement de terre pendant les 2 années. Donc, C, il y aura un tremblement de terre soit durant la première année, soit durant la deuxième année, soit durant l'intersection. Ici, il n'y a pas, il n'y a pas d'intersection. Voilà donc, non, il y a intersection. C'est-à-dire le C1 inter C2, c'est-à-dire il y aurait tremblement de terre durant la première année et un tremblement de terre durant la deuxième année. Okay. Ici, la probabilité de C, c'est la probabilité de l'union. On applique la formule. La probabilité de l'union, c'est la probabilité du premier événement plus la probabilité du deuxième, moins la probabilité de l'intersection. Donc, P de C1, les données, c'est 1 moins exponentiellement 4. C2, c'est la même chose. Et la probabilité de l'intersection, puisqu'il y a indépendance, sur le produit, donc on aura cette formule. On passe maintenant à une 12e loi, qui est la loi fréquemment utilisée en pratique. Okay. Parce que presque toutes les lois sont, dans certaines conditions, approximées par la loi normale ou tendent vers cette loi. La loi normale, c'est une loi définie par une densité. Donc, c'est une loi définie par une fonction appelée densité, comme on l'a définie, qui vérifie les 3 conditions. La fonction densité, c'est une fonction à valeur positive, elle est continue par morceau, et dans l'intégrale sur toute R est égale à 1. La loi normale, la densité de la loi normale est définie par cette expression. Donc, f de x, c'est 1 sur la racine carrée de 2pi fois sigma carré fois l'exponentielle de moins 1 demi de x moins mu au carré sur sigma carré. Où ici, mu et sigma sont 2 nombres. Mu est un nombre, bien sûr. C'est un nombre quelconque. Et sigma, c'est un nombre positif. Et on peut vérifier que l'intégrale de cette fonction est égale à cette fonction. Donc, elle est positive évidemment d'après son expression. Et elle est continue sur toute R, donc continue par morceau. Et en calculant l'intégrale sur toute R de f, on trouve que cette intégrale est égale à 1. Voilà. On note une loi normale. On utilise cette notation. Cette notation est justifiée parce que mu, la moyenne d'une loi normale, est égale à mu. Et la variance est égale à sigma carré. Maintenant, un cas particulier très important d'une loi normale, c'est la loi normale réduite centrée. Si dans la définition de la densité, on pose mu est égal à 0 et sigma est égal à 1, alors cette loi s'appelle la loi normale réduite centrée. Bien sûr, donc cette loi est une loi dont la moyenne est égale à 0 et dont l'écart et dont la variance est égale à 1. Et sa densité, on la note P. Et elle se simplifie, elle prend cette forme. Okay. 1 sur la racine carrée de 2P, exponentielle moins T carré sur 2. La relation entre la loi normale et la loi normale réduite centrée. On continuera donc ce cours, la science prochaine. Merci de votre écoute et à la prochaine présentation.